Une connexion avec Bruno Baran, qui est également avec nous. Bruno Baran, président de Syngenta France, pour les conclusions de la matinée. Monsieur Baran, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Bien, oui, je vous C'est entends bien, vous parfait. aussi? Impeccable. On vous reçoit parfaitement bien. Je vous laisse Parfait. donc la parole. À vous de Bonjour jouer. à toutes et à tous. D'abord, je voudrais en préambule vous présenter mes excuses à tous les participants aux tables rondes parce qu'effectivement, vous parliez de Covid. J'ai été informé hier que je suis cas contact et donc je ne suis pas avec vous dans ce bel hôtel Guénégo et je pensais que c'était plus sérieux, même si je suis testé négatif, de ne pas être assis parmi vous. Voilà. Donc, moi, je tenais tout d'abord à remercier notre ministre de l'Agriculture pour son introduction vidéo qui a lancé nos débats ce matin et souligner tout l'honneur qui m'est donné de clore les échanges de la matinée aux côtés de Pierre-Olivier Drège, président d'Elo, et en profiter pour remercier son organisation pour le support dans la mise en œuvre de cet événement. Je trouve que c'est formidable, surtout dans une période qui est difficile, en particulier pour les interactions. Voilà, donc ce matin, moi, j'ai été particulièrement marqué par l'esprit d'ouverture des équipes et des participants qui sont rassemblés autour d'une problématique qui est partagée, d'un constat commun. Ici, au sein du FFA, toutes les opinions doivent s'exprimer car nous avons une volonté commune de protéger, de servir l'agriculture. Les échanges de ce matin, pour moi, ont prouvé la richesse et les fruits que peut porter un dialogue qui est respectueux, un bon niveau d'écoute, comme le soulignait ce matin, je crois, le commissaire Potojnik. Voilà, c'est bien effectivement ensemble que nous allons trouver les convergences nécessaires pour avancer efficacement. Voilà. Et je voudrais, au final de ce petit préambule qui est un peu long, je m'en excuse, ajouter que c'est une grande fierté pour l'entreprise Syngenta que d'être partenaire fondateur de ce forum. Voilà. Alors, ceci étant dit, des convictions ce matin fortes ont été exprimées. Je voudrais en commenter quelques-unes. La première, le dérèglement climatique est clairement l'enjeu numéro un pour l'agriculture. Nous avons conduit, nous, au niveau de Syngenta, en 2020, une étude au plan mondial. 70% des agriculteurs craignent pour leur capacité de production au plan planétaire. Et déjà 60% d'entre eux y ont déjà été confrontés. Alors la conséquence directe, je ne vais pas la développer, vous en avez largement parlé, c'est la volatilité des productions agricoles qui va être grandissante, qui va mettre sous pression la sécurité alimentaire mondiale. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est la première conviction, donc il faut s'y attaquer. Le deuxième, qui est un petit peu qui décline, qui vient un petit peu de celle-là, c'est se dire que oui, probablement, et c'est maintenant démontré, l'agriculture est une partie du problème, c'est sûr, mais nous avons tous perçu ce matin, il me semble, que l'agriculture peut être et doit être une partie centrale de la solution. Je crois qu'un des intervenants a notamment souligné, c'était peut-être Madame la sénatrice, que l'agriculture doit être un élément stratégique. Élément également de conviction autour de la rémunération de l'agriculture. Notre ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, disait récemment la France est une grande puissance agricole. Il ne peut exister deux pays forts sans agriculture forte. Et donc oui, la France doit le rester. Je cite son texte. Bien, moi, je partage complètement ce constat. Mais j'ajouterais qu'il n'y a pas d'agriculture forte sans une ruralité dynamique et vivante, sans des agriculteurs qui peuvent obtenir une juste rémunération de leur travail. Et donc, l'élément performance économique qui a été largement débattu est effectivement fondamental et clé. Et j'ajouterais que ce travail doit pouvoir s'exercer dans la sérénité, dans le respect des règles, des décisions collectives et bien sûr des lois de notre pays. Trois éléments de conviction. Vous avez beaucoup abordé le sujet de la souveraineté. Le sujet de la souveraineté, évidemment, est majeur. Quelques données fournies par Mathieu Brun de Déméter sont particulièrement parlantes. La nécessité de produire plus et durablement dans une population, ça a été cité également ce matin, le défi de la démographie, dans une population mondiale en forte croissance, de manière abordable, pour moi, est incontestablement un enjeu mondial. Et la fonction la première mission de l'agriculture, ça a été également ressouligné, et notamment par le ministre, c'est une fonction nourricière et une des donc, premières missions de l'agriculture. Au niveau de la France et de l'Europe, pour moi, est de rester
fort dans ce domaine-là. Et donc, à ce titre-là, de rester, la France, pour moi, doit rester clairement exportatrice. Voilà, donc en résumé de ces convictions, moi je retiens les 3 points, c'est que bien sûr, il faut produire mieux. Je crois que là, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut produire plus et en étant compétitif. Alors vous en conviendrez, l'équation est compliquée et c'est pas si simple pour répondre effectivement positivement à cette équation en satisfaisant les consommateurs et les citoyens. Mais permettez-moi de souligner quelques idées qui ont germé ce matin et que je trouve particulièrement intéressantes. D'abord, il me semble qu'il faut souligner que la réglementation européenne, les réglementations européennes et françaises doivent viser 3 objectifs, les 3 objectifs cités précédemment, sans en laisser un de côté. Donc la performance économique de l'exploitation, la durabilité des pratiques et la réponse aux attentes sociétales. Et là, j'ai quelque part un peu le sentiment de présenter sous un autre angle ce que le président Dominique Chargé a appelé la compétitivité avec l'engagement dans la transition, puisque dans la transition, on va bien sûr embarquer la durabilité et la réponse aux attentes sociétales. Le deuxième point, c'est que pour répondre à cette équation, les agriculteurs doivent disposer d'une boîte à outils complète. Et bien sûr, ça vient d'être souligné à l'instant, il ne faut pas qu'elle se vide avant qu'elle se remplisse à nouveau de nouvelles technologies ou de technologies améliorées. Donc, pas d'interdiction sans solution. Moi, je soutiens complètement cette idée-là, parce que sinon, on peut rapidement déstabiliser des productions. L'exemple du colza et la pression insectes à l'automne qui n'a pas été maîtrisée le prouve, puisque nous sommes passés récemment en 3-4 ans de 1,5 million d'hectares à 900 000 hectares de colza en France. Et donc, dans cette caisse à outils, c'est bien effectivement la combinaison des outils disponibles, tels que l'a évoqué Mathieu Brun il y a quelques instants, qui va permettre d'augmenter la durabilité. La fameuse approche combinatoire, dans laquelle on retrouve très clairement l'ensemble des outils déjà évoqués, bien sûr l'agronomie au premier chef, la génétique, des génétiques dont il faudra effectivement libérer un peu les forces vives avec des nouvelles notamment techniques de sélection, la biostimulation, le biocontrôle dont il faudra aussi faciliter probablement l'arrivée sur le marché avec des réglementations qui soient revues et facilitées. De la chimie synthétique, oui, toujours de la chimie synthétique, mais qui s'améliorera dans ses profils, et notamment grâce à l'intelligence artificielle, du digital, de la robotique, de l'agriculture de précision. Et je crois, le président Thirouin est là également, que c'est quelque part aussi l'intention du contrat de solution de faire en sorte qu'émergent des techniques, des propositions pour qu'au niveau de l'exploitation, au niveau de l'agriculteur, en combinant ces outils-là, on puisse effectivement travailler plus vite et plus fort la durabilité. Et la combinaison de ces solutions répond à un besoin précis d'une parcelle donnée, et c'est l'agriculteur lui-même qui va trouver l'équilibre entre l'économique et l'environnemental. Pour moi, il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de parcelle identique, mais il y a effectivement cette approche-là. Et dans la question qui était posée tout à l'heure, concrètement, on fait quoi? Moi, je crois qu'on accélère cette proposition de combinatoire. Et pour favoriser effectivement ces éléments, moi je pense qu'il y a un levier qui a été souligné ce matin à la première table ronde. Eh bien, il faut faire émerger un écosystème puissant d'innovation, hein, dans le fameux droit à l'innovation que soulignait la sénatrice Sophie Primas ce matin, dans lequel l'entreprise Syngenta entend jouer un rôle dynamique avec plus de partenariats privés, publics, avec l'aide à l'émergence de startups particulièrement innovantes. Voilà, c'est un principe qui est important. Mais peut-être de souligner, et ça avait été récemment mis en avant par le ministre, que le rythme de l'innovation, particulièrement en agricole, s'inscrit dans le temps long. Voilà, 10 ans pour créer une nouvelle variété de semences, 10 ans pour pour créer un nouveau produit en protection des plantes. Et pour ça, des investissements massifs sont nécessaires. Notre entreprise, par exemple, investit 10% de son chiffre d'affaires par an. Donc cela représente des efforts importants, et pour ça, il nous faut un cadre réglementaire qui soit prévisible, qui soit lisible, et effectivement un soutien dynamique aux activités de recherche. Voilà, j'ai terminé ma première partie. Si vous me donnez l'autorisation, j'avais 2 points également, mais qui sortent un petit peu des débats de ce matin. Le premier, dire que l'agriculture rend à la société un service pour lequel elle n'est pas rémunérée. Et effectivement, c'est la séquestration du carbone.
Et l'agriculture est évidemment, sans nul doute, une des solutions les plus performantes pour réduire les gaz à effet de serre en favorisant le stockage dans les sols. C'est pourquoi l'entreprise appelle de ses voeux l'accélération d'une stratégie volontariste de soutien financier des démarches de séquestration carbone. Voilà, donc effectivement, créer de la valeur économique à partir de la valeur environnementale, comme ça l'est souvent souligné dans les débats. Dernier point, un commentaire sur l'agriculture régénératrice, dans lequel l'entreprise Syngenta s'engage fortement. Bon, en 2 mots, l'agriculture régénératrice prétend à augmenter la productivité, le potentiel des plantes, tout en restaurant la qualité des sols, tout en améliorant la biodiversité et la santé des écosystèmes, en préservant la ressource en eau et en visant une agriculture qui soit globalement neutre et en carbone. C'est évidemment c'est assez ambitieux, mais c'est là que converge aujourd'hui l'ensemble de nos programmes de recherche. Alors c'est pour ça que, pour s'accorder sur tous ces objectifs, sur les moyens pour les atteindre, nous sommes, nous, acteurs de nombreux projets. Nous continuerons à promouvoir les partenariats, le dialogue, les échanges, comme ceux que nous avons eus ce matin. Et merci de votre attention. Merci à vous, Bruno Baran. On peut vous applaudir. Vous restez avec nous encore quelques instants, s'il vous plaît. Je passe la parole tout de suite à Monsieur Drège. Bien. Le débat de cette matinée a été extrêmement riche et c'est un peu audacieux d'essayer d'en tirer en quelques mots une synthèse. Mais je crois que ce que nous avons cherché avec le FFA, avec ILO, c'est effectivement d'instaurer cette discussion, ce débat d'un très haut niveau, et il a eu lieu ce matin. D'entrée de jeu, Janez Potočnik nous a bien posé la question. C'est-à-dire que les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, aujourd'hui, c'est absolument clair, ce n'est plus une option, leur prise en compte n'est plus une option, c'est un impératif, et ceci a été souligné par d'autres intervenants, et Moudelier, bien évidemment, un peu plus tard dans la discussion. Toutefois, immédiatement derrière, Sophie Primas nous a mis en alerte. En alerte parce que les initiatives qui ont été prises, la réforme de la politique agricole commune qui a été décidée, n'est-elle pas en train de faire prendre à l'Union européenne une décision implicite de décroissance. Et par conséquent, avec des conséquences qui n'ont pas été mesurées au moment de la prise de décision de cette orientation. Et alors ce débat était extrêmement intéressant parce que finalement chacun a essayé, compte tenu de son expérience et dans la discussion en table ronde, de dégager des pistes de solutions pour arriver à répondre à l'impératif initial qui a été bien posé, tout en évitant finalement ce risque de renoncer à une souveraineté alimentaire pourtant indispensable et d'engager également un processus où les principaux acteurs, à savoir les agriculteurs eux-mêmes, seraient finalement les victimes d'une évolution alors qu'ils sont au contraire une solution dans cet enjeu absolument majeur. Alors j'ai retenu parmi beaucoup de propositions et de réflexions qui ont été présentées, quatre solutions, 4 pistes de réponses possibles qui m'ont semblé être annonciatrices d'un certain nombre d'évolutions qu'il va falloir travailler dans les mois qui viennent, à la fois au niveau européen principalement et au niveau national. Tout d'abord, et avant de les présenter, je pense qu'il y a quelque chose qui est ressorti très clairement, c'est qu'on allait avoir non pas un prolongement de l'existant avec des modifications quantitatives, mais bien des remises en cause beaucoup plus structurelles de ce qui a fait
toute notre organisation, mais surtout notre vision de l'agriculture et de l'alimentation au cours des dernières décennies. Et je pense que l'exemple qui a été donné le plus parlant, peut-être, c'est ce changement d'équilibre dans les évolutions des pratiques alimentaires de nos concitoyens entre les sources d'alimentation d'origine animale et d'origine végétale qui manifestement vont induire de façon extrêmement forte des évolutions futures. Alors, dans ces pistes à la fois de solutions, de réponses et également de champs d'investigation pour le futur, j'ai noté en premier l'innovation. L'innovation parce que, bien évidemment, par l'innovation, on peut arriver à surmonter ce qui peut apparaître une contradiction entre les objectifs poursuivis. L'innovation en matière de génétique et de génomique, c'est absolument fondamental. Et il y a là des enjeux qui ont bien été posés, mais qui nécessitent des réponses qui, pour l'instant, n'ont pas été données. Et les enjeux en matière d'innovation en robotique, dans les technologies du numérique et bien évidemment également du biocontrôle. Sans négliger, par ailleurs, parce que c'est un champ qui est bien sûr beaucoup plus difficile à décrire et à appréhender, toutes les innovations de rupture qui peuvent intervenir dans le process et conduire à des solutions qui apparaissent marginales dans un premier temps, mais qui peuvent prendre de l'ampleur dans le futur. Le deuxième champ, c'est quelque chose qui a été largement débattu, en particulier dans la deuxième table ronde, mais dès le départ par le ministre de l'Agriculture lui-même, et c'est cet infléchissement dans le régime des échanges internationaux. Il est absolument clair, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, que nous avons besoin d'un marché ouvert, parce que nous sommes un sous-continent qui est ouvert sur le monde, parce que nous avons besoin des productions de grands partenaires mondiaux, et parce que nous avons besoin de ces partenaires également, parce que nous sommes très largement exportateurs de nos productions agricoles et de nos productions alimentaires. Donc il n'y a pas de questionnement, bien évidemment, sur la nécessité d'avoir un marché ouvert. Toutefois, les règles de fonctionnement de ce marché ouvert méritent d'être questionnées, et c'est bien sûr la question qui est la conséquence directe de la mise en place de nouveaux standards en matière climatique, de nouveaux standards en matière environnementale, qui ne peuvent pas être mis en œuvre de façon unilatérale en Europe sans simultanément se poser des questions de réciprocité. Et c'est bien sûr tout le questionnement des clauses miroirs qui sont possibles avec des grands partenaires, parce qu'il y a là des négociations entre entités puissantes et qui ont une capacité de négociation, mais plus généralement, c'est la question posée par ce qu'on fait pour éviter qu'il y ait ensuite des confrontations inéquitables entre des pratiques et qui pourraient mettre à mal les objectifs mêmes qu'on cherche à développer à l'intérieur de l'Union européenne et qui sont, je dirais, portés, demandés à l'ensemble de la chaîne agricole et agroalimentaire. Et bien sûr, dans cet ensemble, il n'y a pas que l'enjeu des clauses miroirs qui, sur le plan juridique, sur le plan de l'intégration à l'intérieur des règles de l'OMC, méritent d'être approfondies, vraiment étudiées et ensuite mises en place, mais également la question qui a été posée de la déforestation importée, qui est également une autre facette de la même chose, si on veut le voir ainsi. Le troisième point qui a été, je dirais, un peu plus implicite dans toute une série de prises de position, de prises de parole, mais qui est un questionnement intéressant à mon sens, et qui est une mise en cause quelque part des bases qui ont conduit
à l'aboutissement des décisions sur la politique agricole européenne qui a été dessinée mais qui n'est pas encore mise en œuvre. Et comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser certains clivages qui correspondent à des modèles qui sont dépeints aujourd'hui comme étant opposés, alors que sans doute ces modèles de production, agricole, par leur capacité d'évolution, peuvent, à partir d'itinéraires qui sont bien différents au départ, et bien évidemment on pense à l'agriculture conventionnelle d'une part et à l'agriculture biologique, organique d'autre part, comment dépasser ces clivages et essayer peut-être de changer de paradigme là aussi, c'est-à-dire de porter un jugement sur ces systèmes, sur ces modèles qui sont extrêmement divers, notamment dans notre pays, en France, où les types d'agriculture sont d'une très très grande variété, du nord au sud bien sûr, mais également dans les types de production et dans les itinéraires qui sont pratiqués. C'est comment arriver à avoir une appréciation qui soit un peu différente des partis pris de départ. Et en particulier, la capacité à répondre simultanément aux défis qui ont été bien posés, le défi de fournir une alimentation abondante, d'une alimentation saine, qui sont bien sûr des éléments absolument déterminants, mais également par l'impact qu'il y a sur l'environnement, apprécier leur impact réel en termes de biodiversité et de réponse au changement climatique. Je crois que c'est fondamental parce que sans doute, est-ce qu'on s'apercevra qu'il y a moins de différences qu'il n'y paraît, et surtout dans la capacité d'évolution, une convergence qui peut exister. Enfin, le dernier point, c'est bien sûr ce qui a été dit sur le rôle qui est fondamental dans cette problématique que va jouer et que joue le consommateur. La proposition qui a été donnée de débat, qui était de la ferme à la fourchette, certains l'ont renversée en disant mais qu'en est-il finalement de l'approche de la fourchette à la ferme? Et quel est le message que finalement, parce que les autorités peuvent prendre des décisions, les institutions européennes, les gouvernements, les entreprises, mais finalement le véritable driver, c'est la décision individuelle et collective des consommateurs en la matière. Et bien sûr, en cette matière, une des questions fondamentales qui a été posée, c'est qu'il est demandeur d'une alimentation abondante, disponible, de qualité, saine, qui sont bien sûr des déclarations évidentes, mais simultanément, et cette question a été posée, c'est est-il prêt, le consommateur aujourd'hui, quelle est l'acceptabilité d'une valorisation de la prise en compte des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux, lorsqu'il en vient directement à acheter le produit. Est-ce qu'il n'y a pas là déjà une amorce de questionnement, peut-être même de difficulté? Ça a été rappelé par Éric Thirouin lorsqu'il a dit oui, dans certains domaines, les œufs, le lait, mais peut-être d'autres, déjà les céréales à l'horizon, d'un déséquilibre de marché avec une offre plus abondante de produits bio que ce qui est effectivement demandé par le marché. Donc cette question de l'acceptabilité par le consommateur, la distinction qui n'est sans doute pas qui n'est pas opportun de faire aussi explicitement, mais entre le besoin déclaré et ensuite le besoin pratiqué, comment est-ce que ceci va réellement influencer sur
l'évolution de tout le programme qui figure dans la nouvelle politique agricole européenne telle qu'elle a été décidée, telle qu'elle est en train d'être mise en œuvre. Et pour répondre à cela, sans doute, a-t-on besoin que le consommateur ait une véritable information sur ce qui est en cause, sur ce qui lui est proposé, et que cette information soit à la fois réelle, mais également lisible et simple à comprendre pour que ces choix soient faits en connaissance de cause. Voilà, mesdames et messieurs, ce que vous pouvez essayer de tirer, non pas comme conclusion, mais surtout comme piste de réflexion pour des discussions futures, parce que, bien évidemment, ces questions qui sont fondamentales et que nous avons abordées aujourd'hui à Paris à l'occasion de ce FFA régional seront certainement reprises au printemps prochain, au mois de mars, lors de notre forum pour le futur de l'agriculture plénier et européen à Bruxelles. Et bien sûr, je vous invite à venir poursuivre ces discussions à ce moment-là. Et j'espère qu'on pourra le faire complètement en séance avec les participants tous présents, ce qui est déjà en partie le cas aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas et je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour la richesse et l'intérêt de leur contribution ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Drège. On remercie également Bruno Baran d'avoir été avec nous il y a quelques minutes. Et effectivement, vous le disiez, Monsieur Drège, merci à tous les intervenants de cette matinée. Ça va continuer évidemment cet après-midi. On va se retrouver ensemble à 15h pour notre dernière table ronde de ce Forum 2021. Table ronde qui portera sur les questions sylvicoles et sur le changement climatique. Pour les personnes qui sont avec nous en salle, je vous précise que vous avez la possibilité de laisser vos affaires ici même. La salle du coup de l'auditorium ferme à clé, donc pas de souci. Merci en revanche au retour de bien penser à garder la place que vous avez occupée évidemment ce matin. Soyez au rendez-vous, on compte sur vous, 14h50 précise. Merci beaucoup, bon appétit à toutes et à tous et à tout à l'heure.